Bonjour à tous. Bienvenue à cette première session donc, sur les frontières de l'humain. Juste quelques mots d'introduction pour planter le décor. Quand on y pense, je trouve que le corps humain est un paradoxe, puisque à l'état naturel, il est particulièrement vulnérable. Il n'a pas de crocs, pas de griffes, quasiment pas de poils, on court lentement. Voilà, donc on a un corps qui, a priori, est très mal armé pour faire face à un certain nombre de menaces. Et pourtant, au fil du temps, de l'évolution, des progrès médicaux, des progrès scientifiques, du développement des sociétés, on a réussi à accroître les performances du corps humain de manière relativement spectaculaire. Par exemple, il y a 2 siècles, l'espérance de vie moyenne d'un Européen, c'était à peine 30 ans. En gros, c'était l'espérance de vie d'un ours. D'accord ? Aujourd'hui, notre espérance de vie, elle est plus proche de 80 ans. Ce qui veut dire qu'on a l'espérance de vie la plus élevée parmi les mammifères, à l'exception de la baleine, mais qu'on peut mettre un petit peu de côté. Autre chiffre un peu interpellant, en 2 siècles, le taux de mortalité a été divisé par 2 dans les pays occidentaux. Les Européens ont pris en moyenne 10 cm, ils ont gagné 20 kilos, leur quotient intellectuel a augmenté de 20 points, etc., etc. Donc, progressivement, notre corps est devenu de plus en plus performant, de plus en plus intelligent et de plus en plus résistant à la maladie, à la mort. Pourtant, ça n'est pas assez. Ça n'est pas assez et on fait face à de nouvelles menaces. Des menaces liées à notre manière de vivre, à nos modes de vie, à notre comportement, qui peuvent remettre en cause ces progrès, et des menaces liées aussi à notre environnement, aux pollutions, aux perturbateurs endocriniens. Et face à ces menaces, et parce qu'on en veut toujours plus, on continue à avoir envie de repousser toujours plus les frontières de notre corps. Donc c'est l'objet de cette session. Et notamment, on va se pencher sur 3 types de frontières de notre corps. La première, c'est les frontières biologiques et génétiques. Est-ce que l'espérance de vie peut continuer à croître indéfiniment? Qu'en disent nos gènes? Est-ce que notre corps, progressivement, va pouvoir s'adapter aux évolutions de nos comportements, aux évolutions de notre environnement, au changement climatique? Et en gros, à un horizon très éloigné, à quoi pourrait ressembler le corps humain? Donc ça, nous en parlerons avec le docteur Alain Froment, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Deuxième frontière, la question de la réparabilité. Ça fait maintenant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, qu'on répare les corps. On répare les corps quand ils sont abîmés par la maladie, par les accidents, par la guerre. Et on cherche là aussi à repousser de plus en plus cette frontière. On veut que le corps soit réparable à l'infini, que toutes les pièces soient modifiables, soient changeables. Et pourquoi pas même augmenter le corps, augmenter les capacités physiques de notre corps. Mais jusqu'où peut-on aller? Est-ce que demain, le corps sera une simple machine dont on pourra effectivement modifier les pièces à l'envi? Ça, nous en discuterons avec donc, le docteur Teresa Wada, qui va arriver, qui est chirurgienne, spécialiste de chirurgie plastique, esthétique et réparatrice. Dernière limite, dernière frontière, la frontière du cerveau, de l'intelligence, de la mémoire et des progrès des neurosciences qui permettent là aussi de repousser toujours plus ces limites. Et faut-il croire aux promesses des transhumanistes qui nous disent que demain, finalement, on pourra fusionner totalement avec les machines et atteindre une intelligence absolument infinie? Nous en parlerons avec Jean-Pierre Henry, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Voilà. Sans plus attendre, je vous donne la parole, docteur Froment. Bien, merci. Bonjour à tous. L'enjeu dépasse 2050 en ce qui concerne ma mission, puisqu'on m'a demandé de parler de la tête qu'on aura dans un futur éloigné, sans d'ailleurs me préciser le pas de temps. Car je suis un anthropologue biologiste, donc je m'intéresse à l'évolution du corps humain. Et le pas de temps pour nous, ça n'est pas la décennie, c'est même à peine le siècle, c'est plutôt le millénaire et même le million d'années. Voilà, toujours un petit. Alors, vous voyez, dans cette diapo, c'est toute l'histoire de l'homme moderne qui est inscrite dans ce face-à-face entre un crâne d'homme de Néandertal. Je vous invite d'ailleurs à venir voir l'exposition sur l'homme de Néandertal au Musée de l'Homme, sachant que la prochaine sera sur l'alimentation et la surprochaine, comme on dit au Cameroun, sera sur les frontières justement de l'espèce humaine.
Donc vous avez ce dialogue entre le Néandertal, qui est notre espèce sœur, avec laquelle on s'est métissé. J'ai moi-même 167 gènes néandertaliens, et un robot qui n'est même pas un robot du futur, qui est un robot d'aujourd'hui. Alors quand on va sur Internet, on a un petit festival des têtes qu'on peut avoir dans le futur. Il y avait un journal anglais qui avait publié ça. Vous voyez, alors c'est réduction du cerveau, puisqu'on va déléguer nos fonctions cérébrales à des machines, à des prothèses. Donc on n'aura plus tellement besoin de se compliquer la vie. Et puis réduction de l'intestin, puisque là aussi, il va y avoir des évolutions qui vont faire que ce charme discret de l'intestin va pouvoir s'effacer un peu. Au contraire, vous avez l'image là d'un gros bébé adulte avec une expansion cérébrale, une réduction des muscles, une expansion aussi du tissu adipeux et des proportions corporelles d'enfants. Alors, moins invraisemblables, mais des évolutions qui pourraient être biologiques, si par exemple on se destine à vivre sous les eaux, eh bien, le corps pourrait acquérir un certain nombre de fonctions, notamment des doigts palmés. Si on vit dans un climat plus froid, le corps va augmenter son volume parce qu'il se réchauffera comme ça, il y aura moins de déperdition de chaleur, et puis on va devenir plus blanc pour capter le peu de rayons solaires qui va persister. Et puis si on va dans les planètes voisines, eh bien, il y aura une réduction du corps, puisque ça permettra de réduire nos besoins caloriques et donc d'entretenir une plus grande population avec une alimentation qui est forcément un peu restreinte. Alors, ce dont je ne vais pas parler, parce que je suis un biologiste, je m'intéresse à l'évolution spontanée du corps humain, donc je ne parlerai ni de la réparation, ni de l'augmentation, ça sera mes deux collègues. Simplement, c'est vrai qu'en filigrane, dans toutes ces préoccupations, c'est le problème avec le transhumanisme de créer une humanité supérieure qui serait augmentée technologiquement, donc artificiellement, chirurgicalement en quelque sorte, et qui, dotée de pouvoirs supplémentaires par rapport à l'humain normal, mettrait en esclavage en quelque sorte cet humain normal. Ce qu'on peut voir dès aujourd'hui, donc ça c'est même pas 2050, c'est l'augmentation donc des prothèses. Ici, ce jeune homme est tout content puisqu'il tient son cœur dans sa main. On lui a greffé un nouveau cœur et voilà son ancien cœur. Et bien sûr, plus tard, ça sera non plus des cœurs organiques, mais des cœurs machines, comme d'autres organes machines, qui pourraient remplacer progressivement nos parties usées. Et un exemple intéressant, un peu fascinant, c'est aussi la question de l'utérus artificiel. Ça fait assez longtemps qu'on accouche par les voies naturelles, mais il y a déjà des expériences, notamment sur des animaux, qui montrent que sinon un utérus, en tout cas un placenta artificiel peut fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut développer des fœtus et des embryons dans une poche qu'on va alimenter avec des nutriments. Alors, ce dont va parler Jean-Pierre-Henri, je ne vais pas non plus insister, c'est la connexion entre la viande dont notre cerveau est fait et les circuits électroniques. Simplement, ce qui est amusant, c'est que vous voyez, dans cette compagnie-là qui se propose de télécharger des cerveaux, eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de plan immédiat. Et on comprend bien que ça n'est pas facile. Alors nous, ce qui nous intéresse en tant qu'anthropologue biologiste, c'est la microévolution, ce qu'on appelle parfois l'évolution séculaire, c'est-à-dire à l'échelle du siècle. Et en fait, ce qui nous relie à notre ancêtre Cro-Magnon, donc cet homme moderne là, qui est en Europe depuis 40 000 ans et en Afrique depuis à peu près 300 000 ans. Et en quoi, finalement, dans ce nouveau chapitre qu'on appelle la médecine darwinienne, on peut avoir un conflit entre le mode de vie auquel on a été habitué pendant très longtemps, mode de vie de chasseur-cueilleur, et le mode de vie citadin. Enfin, à partir de la révolution néolithique d'il y a une dizaine de milliers d'années, comment est-ce qu'on s'est adapté à des nouveaux modes de vie et comment ces changements de mode de vie peuvent entraîner des conflits, notamment métaboliques et génétiques. Alors, un exemple classique, c'est l'augmentation de la stature. Cécile en a parlé. C'est vrai que les nouvelles générations grandissent. Là, c'est un exemple. J'ai choisi justement une diapo un peu ancienne pour voir les projections. Dans tous les pays, cette taille augmente, mais elle atteint des limites. En Europe, ce sont les Hollandais qui sont les plus grands. Ils sont à un peu plus d'1,80 m et ils n'augmentent plus.
Un autre exemple, c'est l'âge aux premières règles. Donc, c'est un indicateur de maturation. Et dans le passé, on a quelques archives là-dessus. Vous voyez, au milieu du 19e siècle, les filles avaient leurs règles à 15 ans. Maintenant, c'est plutôt autour de 12 ans et même un petit peu. Plus que ça, un peu moins du moins. Et à chaque fois, on a tendance à vouloir prolonger les courbes, alors qu'à un certain moment, bien sûr, elles atteignent une limite biologique. On sait que les filles ne vont pas avoir, à l'exception évidemment de celles qui sont exposées aux perturbateurs endocriniens, n'ont pas leurs règles à 8 ans ou à 5 ans ou à 0 ans. Bien sûr, ça c'est le problème de prolonger les règles. Et puis il y a cette tendance en général à l'embonpoint que vous voyez, même les pygmées chasseurs-cueilleurs du Cameroun ne sont pas à l'abri de cet embonpoint. Alors, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de diversité, d'adaptation à des climats et puis à une expansion pour coloniser l'ensemble de la planète. Donc, il y a une variation. Cette variation est continue. Elle a produit des morphotypes assez différents, bien sûr, mais qui sont tous reliés génétiquement. Et ce qu'on peut anticiper cette fois-ci dans un futur assez proche, c'est un brassage généralisé, c'est-à-dire c'est un retour à la circulation des gènes puisque les barrières géographiques s'effacent. Et donc un métissage qui pourrait se généraliser et qui pourrait en fait créer de la diversité, puisque quand vous mettez en présence des populations qui ont des histoires génétiques différentes, vous arrivez à des combinaisons de gènes inédites. Par exemple, vous avez les cheveux roux et crépus. Vous voyez, comme cet enfant, une peau foncée, des yeux très bleus. Tout ça, c'est les merveilles des recombinaisons génétiques. Et puis, nous avons une capacité, bien sûr, d'adaptation. Par exemple, ici, au bronzage, donc de réactiver des gènes de mélanine qui sont nos gènes africains. Et donc, on peut penser que dans le cadre d'un réchauffement climatique, on pourrait réactiver ces gènes pour se protéger du bombardement des ultraviolets. Vous voyez que ça, c'est une américaine. Elle a poussé au maximum son bronzage. Et c'est la petite fille qu'on voit, c'est sa fille. Vous voyez qu'elle est rousse avec une peau pâle. Donc, on a cette réserve génétique de capacité d'adaptation à des conditions qui, finalement, sont des conditions ancestrales. Maintenant, en ce qui concerne les limites, alors j'ai mon collègue Jean-François Toussaint qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a attiré l'attention sur le fait que, par exemple, les records sportifs ne sont plus battus. Donc on atteint une espèce d'asymptote et en fait cette asymptote est normale puisque là aussi on ne va pas prolonger les courbes. On peut courir le 100 mètres peut-être en 9 secondes mais on ne le courra pas en 5 secondes et a fortiori en 1 seconde ou en 0 seconde. Donc bien sûr qu'il y a une asymptote et là ça pose le problème en fait de notre vision progressiste en quelque sorte de dire qu'il y aura toujours des progrès, de l'augmentation. Ça c'est vrai un petit peu de toutes les ressources. Non, à un certain moment je pense que notre espèce devient adulte, donc elle atteint son potentiel génétique adulte et donc elle se stabilise. Alors, la même chose est vraie, Cécile en a parlé, pour les gains d'espérance de vie. On peut en gagner. Évidemment, il y a un gain artificiel qui est simplement mécanique dû à la baisse de la mortalité, qui fait que la moyenne augmente. Mais il y a un petit gain qu'on peut espérer en vivant mieux, en vivant avec une meilleure médecine, etc. Et avec une capacité physiologique propre à l'espèce humaine, qui est de vivre à peu près 120 ans, si on se fonde sur les super centenaires, mais où pour vivre au-delà, il faut commencer à bricoler les gènes, les télomères, etc., où on sort du champ de la physiologie humaine. Cela dit, repousser des limites, c'est toujours tentant. On peut repousser les limites entre hommes et femmes, par exemple, ou bien donc en matière d'âge, à vivre plus vieux en bonne santé. Vous voyez, cette femme, elle a 83 ans, elle a l'air en pleine forme. Et puis alors, quand on parle maintenant de macroévolution, là on va se mettre à l'échelle donc des centaines de milliers d'années, on peut imaginer un certain nombre de choses où l'évolution nous aurait conduit vers des images un peu inattendues. Mais vous voyez, ça c'est un squelette d'Homo erectus, donc c'est celui qui est parti d'Afrique il y a 2 millions d'années pour coloniser la planète. Vous voyez qu'il est peu différent en dehors du crâne d'un squelette d'homme moderne. Tout simplement parce que notre structure squelettique, elle est très ancienne. Vous voyez, ça c'est un poulet qui a été mis en parallèle avec un squelette humain. C'est une image qui date de 1555, c'est le premier traité d'ornithologie. Donc ça fait assez longtemps qu'on sait qu'on a des homologies qui sont dans des gènes de développement, qu'on appelle les gènes OX,
que vous pouvez retrouver chez la drosophile, donc dans vraiment des espèces animales apparemment assez éloignées de l'espèce humaine. Mais ces gènes OX, ils sont strictement homologues des gènes humains et on se développe de la même façon avec une tête, un thorax, un abdomen, des appendices, etc. Donc ça, on peut se dire que la structure du corps humain, elle est figée depuis assez longtemps dans ces gènes et elle ne peut évoluer qu'à la marge. Mais une des marges importantes qui caractérise justement notre espèce, c'est un gros cerveau. Et ce gros cerveau, étonnamment, il a été l'objet d'une sélection naturelle extrêmement spectaculaire, puisque en moins de 3 millions d'années, vous avez ici des cerveaux d'Australopithèques, puis de différents grades du genre humain, eh bien, ce cerveau a été multiplié par 3. Multiplié par 3 en moins de 3 millions d'années, ça veut dire une pression de sélection très très forte. On connaît quelques gènes qui sont liés à cette expansion. Et donc il est tentant là aussi de prolonger un peu la courbe et de dire qu'on pourrait avoir une tête de plus en plus grosse. Et voilà d'ailleurs la tête qu'on avait il y a à peu près 200 000 ans. Vous voyez, c'est un des fossiles d'Homo sapiens trouvés en Afrique. Donc finalement, c'est la tête de quelqu'un qu'on pourrait croiser dans le métro tous les matins. Et ce qui caractérise en fait notre évolution récente, c'est un allègement des superstructures. En bas, vous voyez que c'est un crâne d'homme moderne, mais encore assez robuste, un Homo sapiens archaïque. En haut, c'est l'homme de Cro-Magnon. Il a perdu ses reliefs, il s'est un petit peu pédomorphisé, il a une structure plus infantile, et on peut rattacher ce phénomène-là à ce qu'on voit chez les espèces animales domestiques, c'est-à-dire que l'espèce humaine s'est elle-même auto-domestiquée. En vivant de façon plus sociale, en s'imposant des règles, etc. Donc nous sommes nous-mêmes des animaux domestiques, mais domestiques de nous-mêmes. Et puis, ce qui est quand même un petit peu gênant, c'est que cette expansion du cerveau, on voit qu'elle a été maximale chez l'homme de Néandertal, qui a une grosse tête, c'est vrai, mais que chez l'homme moderne, on a l'impression qu'elle baisse un petit peu, et en plus chez la femme moderne. Donc, que se passe-t-il? S'agit-il de perturbateurs endocriniens? À ce moment-là, bon, c'est une baisse temporaire, hein, puisque l'homme est lui-même capable de corriger les erreurs que la science peut générer, mais cette tendance va-t-elle se développer? En fait, on sait que la relation entre le gros cerveau et l'espèce humaine, elle est liée au climat, qu'en fait, plus on a un climat froid, c'est comme le volume du corps tout à l'heure, plus le cerveau va être gros pour éviter de se refroidir. Et donc, en fait, on a une bonne relation entre température ambiante et poids du cerveau rapporté au poids du corps. Donc, on s'attend qu'effectivement, s'il y a un réchauffement, le cerveau puisse baisser un petit peu. Et là, vous avez une vision, justement, depuis 3 millions d'années de la tête qu'on a eue, avec cette espèce de rotation de la voûte crânienne qui nous donne un plus gros cerveau. Et cette rotation, elle est liée à un os qu'on voit à la base du crâne, qui s'appelle le sphénoïde, avec un angle sphénoïdal qui s'est augmenté. Donc vous avez le chimpanzé à gauche, ensuite un Homo erectus, et puis l'homme moderne, où pratiquement cet angle va tendre vers 90 degrés. Et là, on aura à 90 degrés une certaine limite évolutive qui fait que la rotation basale va difficilement continuer. Par contre, on peut imaginer, dans le cadre de cette pédomorphisation, c'est-à-dire cette sélection vers des formes juvéniles, que la voûte crânienne continue par le haut à s'arrondir. Là, vous avez un crâne d'enfant, un crâne de jeune, un crâne d'adulte. Donc vous voyez que finalement, le crâne facial chez l'enfant régresse par rapport au crâne cérébral. Et on sait donc, dans ce processus d'autodomestication qui a favorisé cette rotation, qu'on peut gagner encore un peu de place. Si on prend les hydrocéphales, bon, évidemment, leur cerveau est plein d'eau, mais on peut gagner en voûte crânienne du volume cérébral sans trop de difficultés, puisque ce monsieur-là, il a vécu quand même jusqu'à 56 ans. De sorte que des projections, alors ça, ce ne sont pas les miennes, je les ai trouvées aussi chez des collègues, elles pourraient nous conduire, mais quand même en quelques dizaines de milliers d'années, vers un cerveau un petit peu plus grand, un teint un petit peu plus foncé et des yeux aussi un petit peu agrandis. Voilà un petit peu la vision que les anthropologues proposent. Et vous voyez, ça c'est à 100 000 ans, donc ce n'est pas en 2050. Alors évidemment, ce qu'on
voit aussi, c'est que les cerveaux des humains sont reliés entre eux. C'est ce que Joël de Ronet appelle l'hyperhumanisme. Donc maintenant, on est dans une configuration de métacerveau où tous les cerveaux sont reliés par Internet, où toutes les cultures se confrontent. Et c'est de là aussi, de cette confrontation des cerveaux, que peut venir le progrès. Néanmoins, on peut se demander si on n'a pas fait fausse route. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour ces éclairages particulièrement stimulants, quoique un petit peu inquiétants aussi. Donc on accueille le docteur Teresa Wada. Ce que je vous propose, c'est qu'on la laisse s'installer tranquillement et qu'on donne plutôt la parole à Jean-Pierre Henry pour nous parler des progrès et des promesses des neurosciences. Alors, les neurosciences, c'est un développement des sciences qui se donnent comme objet d'étudier le cerveau. Et effectivement, c'est une ambition qui est extrêmement lourde, étant donné la complexité de cet organe. 100 milliards de cellules, les neurones, chacune ayant environ 1000 contacts avec ses voisines, 1000 synapses, le tout formant un réseau où circule l'information de manière extrêmement complexe, information électrique à l'intérieur des cellules, information chimique entre les cellules. Alors, quels sont les outils dont disposent les neurosciences pour étudier cet objet? Eh bien, la physique donne des méthodes pour regarder les signaux d'ordre électrique, que ce soit les signaux à l'intérieur du tissu lui-même, c'est ce qu'on appelle la corticographie, ou les signaux vus de l'extérieur du cerveau, de l'extérieur du crâne, c'est l'électroencéphalographie. Mais la méthode qui a permis tous les développements, les plus importants, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, dans une version fonctionnelle. Ce qui veut dire que dans l'utilisation de cette technique, l'expérimentateur peut voir en temps réel la partie du cerveau qui est activée lorsqu'il propose au sujet une tâche donnée. Et utilisant ces techniques, il a été possible de faire des progrès spectaculaires dans un certain nombre de domaines: la cognition, les émotions, l'empathie, la conscience, la mémoire et le sommeil. Alors, vous voyez que cette ambition est grande et les chercheurs se sont rapidement aperçus qu'ils avaient besoin de se parler entre eux et ils ont réussi à convaincre les politiques de mettre en place des grands programmes basés sur le projet de séquençage du génome humain qui avait fourni quand même des résultats assez importants. Et ces programmes sont un programme européen, Human Brain Project, lancé en 2013 pour une durée de 10 ans, qui associe une centaine d'universités et avec un budget initial supérieur à 1 milliard d'euros. Ce programme a parmi ses ambitions celle de pouvoir intégrer des résultats de toutes origines, de toutes échelles, des résultats obtenus par microscopie électronique, par microscopie optique, par IRM, pour donner une image globale du cerveau sur laquelle on peut effectuer des modélisations. Aux États-Unis, le président Obama a lancé l'initiative Brain Initiative, dans lequel les conditions sont à peu près les mêmes. Il y a beaucoup plus de collaboration entre le public et le privé. Et la volonté, c'est celle de développer des techniques, des technologies, de manière à faire sauter un certain nombre de verrous qui limitaient la progression de la science. Alors, l'un des domaines dans lesquels les résultats sont les plus spectaculaires, c'est au niveau de l'homme réparé. Donc, dans un certain nombre de pathologies, la récupération des signaux électriques du patient permettent de pallier une interruption qui a eu lieu entre le cerveau et des organes comme des muscles agissant sur des membres ou bien des organes sensoriels qui ne sont plus liés au cerveau. Donc, cette récupération se fait en mettant une interface au niveau du système nerveux et cette interface conduisant un certain nombre de prothèses qui permettent des récupérations. Alors, c'est dans le cas de la tétraplégie. Tétraplégie, c'est une rupture de la colonne vertébrale haute qui bloque toute l'utilisation des membres. Et vous voyez
dans cette image un projet que des chercheurs développent à Grenoble, dans lequel le patient serait équipé d'un exosquelette et il pourrait, par sa propre volonté, pouvoir faire bouger cet exosquelette pour récupérer sa mobilité. Dans le cas, alors ce n'est pas hémiplégie, hein, c'est une erreur, de paraplégie, la rupture est plus basse et la paralysie, c'est la paralysie des membres inférieurs. Et dans le courant du mois d'octobre, on a vu des résultats tout à fait spectaculaires obtenus par Grégoire Courtine, un neurochirurgien français travaillant à Lausanne, qui a implanté des électrodes dans la colonne vertébrale, au niveau de la moelle épinière, au niveau de centres capables d'actionner les jambes, ce qui permet une récupération de la mobilité des jambes et de la marche. Du côté sensoriel, les choses les plus frappantes sont celles qui sont obtenues dans le cas d'une pathologie qui est assez répandue, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et dans ces cas-là, il est possible de mettre à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur de l'œil, sur la rétine, une prothèse qui va récupérer les signaux de vidéo et transmettre ces signaux vidéo directement au cerveau, permettant une récupération de la vision. Alors, est-ce que ces récupérations sont limitées à les cas que je viens de dire? Est-ce qu'il est possible de réparer le système cognitif? Et en particulier, est-ce qu'il est possible d'obtenir une prothèse de mémoire? Évidemment, c'est extrêmement important vu les vieillissements de la population et les développements des pathologies associées. Alors, de ce point de vue-là, on sait qu'un souvenir laisse dans le cerveau une trace physique, ce que l'on appelle un engramme. Et cet engramme, en fait, c'est un réseau de neurones. Et ce réseau de neurones se forme au moment où on a la mémorisation dans une structure particulière du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Donc l'idée des chercheurs a été de stimuler électriquement l'hippocampe, la formation des souvenirs au niveau de l'hippocampe, se basant sur l'observation que lorsque l'encodage, c'est-à-dire lorsque la formation du réseau est bien assurée, les souvenirs ont une vie plus longue. Et donc, pour pouvoir faire cet effort-là, donc il y a eu des stimulations dans des conditions diverses du cerveau, mais en fait, ce qui est de plus spectaculaire à mon avis, c'est les résultats obtenus par Théodore Berger, un ingénieur qui a décodé le code neural présent au moment où s'effectue la mémorisation. Avec ce décodage, il stimule le cerveau au moment de la mémorisation et il obtient une amélioration des performances mémorielles des patients qu'il a traités. Alors, il ne faut pas s'emballer. D'une part, il y a très peu de personnes qui ont été traitées. Ensuite, les personnes qui ont été traitées, c'est des personnes très particulières avec ils ont été traités à crâne ouvert et donc des patients qui étaient en instance d'opération chirurgicale pour d'autres types d'interventions et ce n'est pas quelque chose qui pourra être utilisé facilement. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé de réparation, l'homme réparé. Est-ce que les neurosciences nous promettent que l'on peut aller vers l'homme augmenté? Alors, je voudrais vous montrer simplement une expérience. Vous voyez ce petit rat, il a dans son cerveau 2 électrodes qui sont implantées à des endroits différents. Le courant que l'on récupère au niveau de ces électrodes actionne des dispositifs sonores et les 2 implantations donnent des sons différents. Et après un certain apprentissage, le rat est capable maintenant d'utiliser ces sons-là pour demander de la boisson ou pour demander de la nourriture. Donc on voit que le cerveau du rat n'était pas fait pour communiquer avec l'homme, mais que la plasticité du cerveau a permis d'observer quelque chose de tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. Alors, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites. On peut généraliser ça à la communication entre 2 rats. Si un rat présenté devant un choix binaire, on enregistre
l'activité de son cerveau au moment de son choix, on a un certain type de signaux qui, transférés à un rat récepteur, lui permet de faire le même choix que le rat émetteur. Donc, au vu de ces résultats, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est en route, qu'est-ce qui se fait chez l'homme? Il y a des expériences qui ont été faites, qui sont déjà maintenant anciennes, par des implantations d'électrodes dans le cerveau, qui ont montré que par sa propre volonté, un patient est capable de faire un certain nombre d'opérations simples sur un ordinateur, par sa propre volonté, en déplaçant un spot sur l'ordinateur. Mais le projet de Elon Musk, qui s'appelle projet Neuralink, Elon Musk, c'est le monsieur dont vous avez certainement entendu parler, avec ses voitures, ses SpaceX, etc., tout, voitures Tesla, SpaceX, et il a un projet dans lequel il voudrait faire une implantation massive d'électrodes à l'intérieur du cerveau, de manière à avoir une correspondance, une communication qui soit facile entre un cerveau et un ordinateur. C'est-à-dire que si on arrivait à faire ça, vous auriez Google dans votre tête. Vous auriez la possibilité aussi de communiquer par l'intermédiaire de l'ordinateur avec n'importe lequel de vos voisins, de vos présences. Donc, est-ce que ce projet a des chances d'aboutir? Pour qu'il puisse aboutir, il faut réaliser ce que je viens de dire, c'est-à-dire une implantation massive d'électrodes dans le cerveau. Et ça, on est loin de pouvoir faire ça. Lorsqu'on veut faire des électrodes implantées dans le cortex, il faut pouvoir développer une méthode qui est une méthode invasive et surtout, ce n'est pas quelque chose qui est adapté à la durée. Donc, ce problème des implantations dans le cerveau est traité par les Américains sur des tas d'approches qui sont plus ou moins différentes. Des dispositifs plus astucieux ont été proposés, comme poser une grille à l'intérieur du crâne, mais sur le cerveau, au niveau des méninges, pour pouvoir avoir le contact avec quand même une bonne localisation à l'intérieur du cerveau. Et puis aussi l'idée d'utiliser des stents, ce qu'on utilise dans les problèmes de circulation sanguine, c'est-à-dire d'utiliser des stents sur lesquels seraient les électrodes de manière à avoir la communication par le biais du système circulatoire. Il faut bien entendu signaler qu'il existe aussi des casques d'électroencéphalographie sur lesquels on peut récupérer un certain nombre de signaux, mais ces signaux sont de mauvaise qualité et là on a des choses qui sont beaucoup plus limitées du type conduire un drone, en fait, etc. C'est beaucoup plus ludique que ça n'est dans les autres choses. Une dernière application, le neurofeedback. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça parce qu'on commence à en parler un peu partout. Dans ce cas-là, l'expérimentateur choisit une aire particulière du cerveau dont on connaît la fonction. Par exemple, le cortex singulaire antérieur, qui est la région, l'aire, qui va gérer la perception de la douleur. Ensuite, donc, le patient est installé dans une IRM et l'expérimentateur lui montre l'activité de son aire singulaire antérieure. Et il lui demande de trouver un moyen de pouvoir moduler l'activité de cette aire, de faire monter l'activité, de faire descendre l'activité. Et apparemment, un certain nombre de sujets arrivent à moduler une fonction, une aire particulière de leur cerveau, et ensuite, en dehors de la machine, ils sont capables de moduler, et donc de moduler la perception qu'ils ont de la douleur. Alors, c'est quelque chose qui pourrait avoir un intérêt clinique, mais bon, on est encore là dans quelque chose qui n'est pas développé. Pour terminer, je voudrais donner quelques mots concernant l'intelligence artificielle. Donc, les tenants de l'intelligence artificielle, par exemple Ray Kurzweil, écrivent « La pensée résulte d'un mécanisme simple de reconnaissance au niveau du néocortex. La compréhension de ce mécanisme et les progrès de l'informatique permettront, alors je l'ai mis entre guillemets, de créer un esprit. » Alors, ça, c'est quelque chose qui est depuis longtemps, puisque c'est dans les années 60 qu'on a parlé de réseau de neurones. Et vous voyez, le schéma montre qu'un réseau de neurones ressemble en fait à un neurone biologique, mais ça existe depuis les années 60. Et si on en parle beaucoup, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de révolutions depuis ces années, de révolutions récentes. D'abord, évidemment, l'augmentation de puissance des ordinateurs, ça c'est le premier point. Le deuxième point, en informatique théorique,
on a trouvé des nouvelles choses. Par exemple, les algorithmes de rétropropagation qui permettent de faciliter l'empilement de couches de neurones. Et puis la troisième chose, l'Internet qui a fourni des big data qui permettent de nourrir le deep learning, tout ça en parfait français bien entendu. Alors à partir de ça, on voit les développements spectaculaires que vous connaissez. On voit les ordinateurs qui battent les plus grands champions du monde à certains types de jeux, que ce soit depuis les échecs jusqu'aux jeux de Go. On voit que votre téléphone est capable de connaître votre langage. On voit les reconnaissances d'images. Donc on a l'impression qu'effectivement, on va rentrer dans un stade où notre intelligence sera débordée. Qu'en est-il réellement ? Eh bien, si on regarde comment des spécialistes comme Stanislas Dehaene considèrent la manière dont nous lisons, on voit qu'il pose le schéma que vous avez à droite, dans lequel vous avez des couches de neurones. La première couche reconnaît des traits, la position des traits. La deuxième couche associe ces traits pour faire une reconnaissance de lettres. Et la troisième couche associe pour reconnaître des mots. Donc voilà, là, quelque chose qui est du domaine de l'intelligence artificielle, qui rapproche notre intelligence de l'intelligence artificielle. Seulement, il faut savoir que cette opération qui se fait là, elle se fait en 300 millisecondes et que c'est une opération inconsciente. C'est-à-dire qu'après, nous aurons la lecture et nous aurons la possibilité d'extraire des concepts de haut niveau à partir de ce que nous avons vu. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle actuellement, c'est le stade que le cerveau fait de manière inconsciente. Et puis, si on regarde par rapport à l'apprentissage au niveau d'un bébé, on voit qu'un bébé a des capacités d'apprentissage énormes, et en particulier, il est capable d'apprendre en une fois. Quand devant votre bébé passe un papillon, si vous lui montrez le papillon, il est capable, à la deuxième fois où il verra le papillon, de reconnaître un papillon. Alors que pour l'intelligence artificielle, ce n'est possible qu'après énormément de présentation d'images, un temps long et des milliers d'opérations différentes. Donc on voit que dans l'état actuel des choses, l'intelligence artificielle bloque sur un certain nombre de choses que votre cerveau fait très facilement. Et pour qu'elle se développe, il faudra que des nouveaux algorithmes se mettent en place, nouveaux algorithmes qui viendront peut-être aussi d'une meilleure connaissance des neurosciences. Voilà. Alors, j'ai épuisé mon temps. Je voudrais simplement vous refaire quelques remarques d'ordre général. Donc, les progrès des neurosciences dont j'ai parlé rapprochent les neurosciences de la psychologie et c'est utilisé sur le plan social. Vous avez certainement noté que le ministère de l'Éducation nationale fait grand usage des données des neurosciences et que l'apprentissage et l'éducation vont travailler ensemble, du moins on l'espère. Donc certaines avancées médicales vont être très rapidement utilisées, les prothèses rétiniennes et la réhabilitation après paraplégie sont dans les choses qui vont certainement se développer dans un futur proche. D'autres sont bloquées par des verrous et ça attend des solutions des nanotechnologies. Je ne sais pas s'il faut les espérer et si ça viendra rapidement. En fait, aussi, je n'ai pas parlé de choses qui sont extrêmement importantes du domaine des neurosciences et qui vont trouver des applications dans un certain nombre de domaines, en particulier ceux qui concernent les greffes de neurones, qui pourront apporter des résultats dans un certain nombre de maladies neurodégénératives. Et enfin, l'intelligence artificielle est un outil formidable, mais on est encore loin du rêve de la singularité dans lequel on dit que le cerveau, vous avez vu l'orateur précédent, va pouvoir se reposer et l'intelligence artificielle saura faire beaucoup mieux que ce que l'on sait faire avec notre propre cerveau. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir aidé à comprendre ces questions particulièrement complexes mais aussi passionnantes. Thérèse, on vous passe la parole sur maintenant les corps réparés et augmentés. Merci. Bonjour à tous. Alors, la chirurgie esthétique, c'est la chirurgie de la beauté. Elle est donc par nature une chirurgie de l'amélioration, voire une chirurgie de l'augmentation. Mais c'est aussi historiquement une chirurgie de la réparation.
Et c'est bien l'histoire, aussi bien l'histoire que la pratique de la chirurgie esthétique cristallise des questionnements substantiels sur les notions de réparation et d'augmentation du corps humain. La chirurgie esthétique est peut-être même la première biotechnologie qui a introduit ou qui a rendu visibles les nouveaux usages du corps dans nos sociétés modernes. Et tout d'abord, par exemple, la chirurgie esthétique peut nous permettre de clarifier certaines définitions. Qu'est-ce qu'un corps réparé? Qu'est-ce qu'un corps augmenté? Eh bien, à l'éclairage de ma pratique quotidienne, je déduis que réparer, c'est rendre ce qui a été perdu. C'est une simple réparation ou restauration quand l'organe a été seulement détérioré, par exemple une peau brûlée, une cicatrice ou simplement pour le vieillissement. Et c'est une reconstruction lorsque l'organe a été entièrement détruit et qu'il a disparu, par exemple l'amputation des seins ou d'un bras. Réparer, c'est une demande qui nous paraît bien légitime et évidente aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas et il y a des époques où elle était considérée comme dangereuse et cruelle. Augmenter, c'est tenter d'obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu. Et là, d'emblée, se pose la question de la légitimité, mais aussi celle de la finalité. Pourquoi vouloir obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu ? La chirurgie plastique apparaît en Europe au début du XIXe siècle. 1797, une équipe d'explorateurs rapporte d'Inde la description d'une technique qui permet de réparer le nez amputé à partir de la peau du front. C'est ce qu'on appelle le lambeau frontal. Et l'enthousiasme est immédiat. Les chirurgiens se passionnent pour cette chirurgie et ils comprennent très rapidement que ce qui est possible avec le nez l'est possible en fait pour toutes les parties du corps. Les chirurgiens commencent à remplacer les parties manquantes par des tissus vivants du patient et réalisent ce qu'on appelle des autoplasties. Dès lors, les chirurgiens n'auront de cesse de chercher la reconstruction idéale. Au fil des décennies, ils commencent à comprendre que modeler à partir des tissus du patient, c'est génial, mais ça n'est pas suffisant. La réparation apparaît incomplète lorsque le stigmate de la réparation est visible. On pense par exemple au visage reconstruit des soldats de la Première Guerre mondiale, premier désenchantement. On comprend que la réparation idéale, c'est de remplacer à l'identique. On a d'ailleurs une vision assez mécaniste du corps. Depuis Descartes, le corps est considéré comme un ensemble de pièces détachées. Alors pourquoi pas remplacer les pièces défectueuses ? Lorsqu'Alexis Carrel et Charles Guthrie mettent au point la technique des anastomoses vasculaires, c'est-à-dire qui permet de reconnecter les artères, l'épopée des transplantations d'organes va commencer et devenir la grande aventure du XXe siècle. Et que nous apprend cette aventure ? Eh bien, tout d'abord, que dès le début du XXe siècle, la technique chirurgicale est parfaitement connue et parfaitement maîtrisée. On sait transférer des organes depuis plus de 100 ans. Et dès les années 30, les chirurgiens savent que la limite n'est pas technique ni chirurgicale, la limite est biologique, c'est l'identité. Et l'identité est une barrière immunologique invisible. C'est pourquoi une des réparations idéales du corps reste aujourd'hui encore magique, c'est la réimplantation des mains. Parce que la question d'identité ne se pose pas, on vous reconnecte une partie de vous-même à vous-même. Et oui, parce qu'une grande question de la greffe d'organes, c'est d'où vient l'organe greffé. Tout d'abord, on a imaginé un réservoir animal. Dans les années 30, la xénotransplantation à partir des moutons ou des singes était très à la mode. Mais transmission de virus, incompatibilité biologique majeure, infection incontrôlable ont fait que cette technique a été abandonnée dans les années 70. Très vite se sont développés les organes artificiels qui permettaient théoriquement de résoudre la question du donneur. Organes artificiels qui reviennent très à la mode du fait des nouveaux biomatériaux biocompatibles et grâce aux immenses progrès de la miniaturisation. Mais soyons clairs, bien qu'on ait fait d'immenses progrès aujourd'hui, on n'utilise pas d'organes artificiels dans la pratique courante pour réparer le corps. Les organes artificiels sont aujourd'hui à l'état de projet de recherche. Il n'existe pas, à ma connaissance, de modèle implantable de poumon artificiel, aucun modèle implantable de foie artificiel. Le rein artificiel implantable est encore à l'état de projet. Et le cœur artificiel, qui est beaucoup médiatisé, est une solution temporaire, mais encore incompatible en tant que vraie solution viable à long terme, tant le cahier des charges est complexe à remplir.
Seul organe artificiel implantable qu'il est possible de voir émerger à court terme, le pancréas, mais qui ne fabriquera pas sa propre insuline, il faudra le recharger. L'œil artificiel n'est pas vraiment un organe artificiel, il est plutôt dans la catégorie des implants et comme le pacemaker ou l'implant cochléaire, il permet d'envoyer une stimulation électrique au nerf optique, mais il n'est pas question de restituer les couleurs, les mouvements ou les formes. La peau artificielle utilisée aujourd'hui n'est pas de la peau artificielle, c'est une matrice fibreuse qui est en fait recolonisée par vos propres cellules. Et malgré le fantasme collectif et médiatique, les prothèses de membres, mains, jambes, semblent plutôt avoir atteint leurs limites. Le corps amputé, appareillé de prothèses, est loin de remplir le cahier des charges de la réparation idéale. Le moignon d'amputation est une peau très fragile, il est douloureux, il se blesse facilement, il nécessite des soins locaux constants. La plupart des personnes abandonnent leur prothèse quand elles sont toutes seules, car elles se débrouillent mieux sans la prothèse qu'avec la prothèse. Utiliser une prothèse myoélectrique demande en moyenne 2 ans de travail intensif, de rééducation pour apprendre à la manipuler. Et c'est plutôt lourd et contraignant à porter. Une prothèse, c'est avant tout de permettre de marcher sans tomber. Et pour les mains, de restaurer une esthétique socialement acceptable, car fonctionnellement, cela reste très pauvre et le confort n'est pas toujours optimale. Une main humaine ou une jambe humaine est aujourd'hui infiniment plus performante qu'un membre prothétique, moins spectaculaire d'un point de vue médiatique, mais d'un point de vue anatomique, une merveille technologique. La fragilité se révèle être le prix de la complexité. C'est pourquoi, aujourd'hui, la greffe d'organes à partir de donneurs humains, vivants ou décédés, sont les reconstructions les plus performantes. Les plus performantes, mais loin d'être idéales. En 1998, le professeur Dubernard réalise la première greffe de main. Il s'agit d'une greffe unilatérale, l'opération est une parfaite réussite, mais la main sera réamputée 3 ans plus tard, à la demande du patient. On sait depuis que seuls les patients amputés des 2 bras doivent bénéficier de cette technique. On a aujourd'hui 20 ans de recul. Et qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est que la récupération fonctionnelle des mains greffées se fait progressivement en 2 ans au prix d'un travail de rééducation fonctionnelle intensif et d'un long cheminement. Au total, la fonctionnalité globale des mains greffées est évaluée à 70% d'une main normale pour la main dominante, c'est-à-dire la main droite pour les droitiers, et à 50% d'une main normale pour la main contralatérale. Et c'est un excellent résultat. En ce qui concerne les greffes de face, en 2005, les chirurgiens français de Vauchel, Langelet et Testelin réalisent à Amiens la première greffe partielle de visage. Vous le savez, la patiente est décédée récemment suite aux nombreux cancers qu'elle a développés à cause des médicaments immunosuppresseurs, ouvrant un nouveau débat sur la légitimité des greffes de visage. À cause des immunosuppresseurs, la réparation implique donc une altération du reste du corps. La technique de réparation, les techniques émergent, elles sont porteuses de tous les espoirs, puis elles sont confrontées à leurs propres limites. De cette histoire, on comprend que le cahier des charges de la réparation idéale, ce n'est pas de réparer à l'identique, mais c'est de ne plus réparer du tout. Et pour cela, 2 perspectives, soit régénérer, soit se débarrasser du corps humain. Régénérer, c'est utiliser les propres capacités de votre corps à se réparer lui-même. En quelque sorte, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les cellules souches posaient les problèmes éthiques insolubles quand leur fabrication nécessitait la destruction des embryons humains. Cette barrière éthique est levée depuis la découverte par le médecin Yamanaka des cellules souches obtenues à partir de cellules adultes, qui ouvrent des perspectives de régénération immenses en thérapeutique. En 2050, on pourra sans doute faire repousser des dents, par exemple. Utilisées en chirurgie esthétique, on retrouve les cellules souches en grande quantité dans la graisse. Et pourtant, on aime tellement s'en débarrasser, mais la graisse est une sorte d'or cellulaire qui est aujourd'hui utilisée pour le rajeunissement de la peau. Faire pousser les organes sur mesure, conçus avec vos propres cellules, c'est l'objectif ultime de la culture de cellules souches. Et à l'éclairage de notre petite rétrospective historique, on comprend mieux pourquoi. Mais je vais être un petit peu rabat-joie encore, on en est bien loin, et peut-être même que cette perspective n'est pas totalement réaliste, même en 2050. Par contre, synthétiser des tissus humains est une vraie promesse. On voit apparaître des imprimantes 3D de tissus humains qui nous ouvrent d'immenses perspectives.
Très récemment, une peau complète a été synthétisée et greffée avec succès sur un rat. Deuxième option, se débarrasser du corps humain. Suppression totale du corps. C'est un des projets transhumanistes. Je ne vais pas m'y attarder. Télécharger les neurones humains dans un ordinateur, c'est une des formes de ce qu'on appelle l'humain augmenté, mais qui m'apparaît, au regard de ma pratique quotidienne, un humain réduit à un caractère unidimensionnel, son intelligence neuronale. Augmenté. Le corps augmenté. Alors la chirurgie esthétique peut être considérée par certains comme une pratique d'augmentation. Bien sûr, elle pose la question de la perfection, elle pose la question de la normalisation du corps, de la normalisation de la beauté, la question de la chirurgie à la demande, mais je ne m'y attarderai pas. Ce qui est intéressant de constater par contre, c'est qu'on utilise en chirurgie esthétique les mêmes techniques qu'on utilise pour la chirurgie réparatrice. Et d'un point de vue plus général, quand il s'agit du corps augmenté, on constate qu'il s'agit en fait de techniques médicales ou chirurgicales utilisées à d'autres fins qu'une utilisation médicale. Il semble qu'il y ait une sorte de détournement du savoir médical, d'utilisation d'un savoir médical mais sans utiliser la méthodologie médicale. Parce qu'il y a marchandisation, parce qu'on nous parle toujours des bénéfices sans nous parler des risques, et parce qu'on ne nous parle jamais de la méthodologie d'évaluation. Mais sans rentrer dans ce débat, je voulais utiliser mon expérience de chirurgienne pour essayer de vous transmettre une boîte à outils pour tenter de décrypter de quoi on parle quand on vous parle de techniques censées augmenter le corps. Une boîte à outils pour tenter de déconstruire les illusions et mieux comprendre les perspectives d'avenir. Face à une technologie qui vise le corps, la première question à se poser, c'est: s'agit-il d'un dispositif externe ou d'un dispositif interne ? Un exosquelette, ça n'est pas un implant intracérébral. Les enjeux sont totalement différents. Lorsque le dispositif est externe, il n'est pas plus qu'une paire de jumelles qui améliorent notre vision de loin. Ce sont là des extensions de nos capacités, comme tous les outils. Votre smartphone n'est pas plus une extension de vous-même que ne l'est un marteau pour un forgeron ou un violon pour un musicien. C'est la question de l'outil et de son utilisation qui peut bien sûr soulever des tas de problématiques intéressantes. Mais lorsque le dispositif est positionné à l'intérieur de votre corps, la question est complètement différente. C'est celle de l'atteinte à l'intégrité corporelle. Et on le sait de longue date en chirurgie esthétique, sur un corps sain, tout dommage devient impardonnable. On ne doit pas altérer l'état antérieur d'un patient. On a une obligation de sécurité renforcée. On doit être irréprochable dans notre geste technique. Sans vouloir faire les rabat-joie encore une fois, le cadre légal des interventions sans nécessité médicale est extrêmement strict. C'est du pénal. Porter atteinte à l'intégrité corporelle en dehors d'un acte médical est considéré comme une mutilation et donc comme un crime. On l'a vu dans le cadre de la réparation. Tout ce qui interagit avec le corps peut potentiellement altérer le corps en même temps. Qui prendra la responsabilité de telles interventions? Qui sera responsable des pannes de matériel et des dysfonctionnements? Quand on parle de dispositifs internes, il faut encore faire et distinguer deux catégories. Ce qui est sous la peau, et là c'est superficiel, ou bien ce qui est en profondeur, dans le thorax, dans l'abdomen, dans le cerveau. Très souvent, les dispositifs sont simplement sous-cutanés, ce qui, d'un point de vue technique, est presque anodin. Il n'y a vraiment là aucun exploit. Ce qui est intéressant, c'est que souvent la confusion est entretenue volontairement pour accentuer l'illusion de fusion entre le dispositif et le corps. Neil Harbisson, par exemple, n'est pas un cyborg. Son dispositif est composé d'une petite caméra externe et d'une puce implantée sous la peau, contre l'os, et qui transmet un signal vibratoire. Il a dû apprendre à interpréter ce signal, au prix d'un apprentissage long et fastidieux. Il n'y a rien de connecté à son cerveau, c'est l'équivalent du braille, la fabrication d'un nouveau langage, détourner un sens au profit de la restauration d'une fonction perdue. Deuxième question, s'agit-il d'une procédure réversible ou d'une procédure irréversible? Là, cela donne bien une idée sur l'éventuelle dangerosité. Si la transformation est irréversible, la dangerosité est maximale. Qui sera responsable du lot de souffrance que cela implique potentiellement? Si la transformation est réversible, ce retour à l'état initial se fera-t-il sans séquelles? Y a-t-il un retour total à l'état antérieur? Qui a évalué la dangerosité d'un dispositif et comment, à court terme, à long terme? Tout dispositif qui interagit avec le corps, même temporairement, risque de faire émerger de nouvelles pathologies.
Troisième question, s'agit-il d'une innovation qui concerne l'individu ou qui concerne l'espèce tout entière? Choisir pour soi implique des questionnements sur le consentement individuel, sur l'information éclairée des procédures et peut relever ou pas du droit de disposer de son corps. Par contre, est-il légitime de concevoir que quelques-uns puissent, au nom de tous, faire des choix et des expériences pour contrôler l'évolution de notre espèce? Mutation génétique, sélection d'embryons, on trouve toujours de bonnes raisons et de vertueux arguments pour réhabiliter les bonnes vieilles théories eugénistes qui ont tant marqué le XXe siècle. Et puis, transformer son propre corps est une chose, transformer la nature originelle du corps d'autrui, c'est une autre question. De quoi parle-t-on également quand on vous parle d'un dispositif? On vous parle d'un organe, d'un tissu, d'une fonction. Les prothèses de jambes du sprinter Oscar Pistorius, par exemple, lui permettent de battre des records sur une piste d'athlétisme. Sont-elles fonctionnelles sur des terrains escarpés? Une prothèse de main permet de soulever une bouteille d'eau et d'adapter la pression en fonction du poids de l'objet. C'est génial, vraiment, c'est très beau, mais permettent-elles d'écrire, de caresser, de jouer d'un instrument? La performance d'un dispositif est souvent situationnelle. Que remplace exactement le dispositif dont on vous parle? Et surtout, quelle est la finalité? Autonomisation ou dépendance, augmentation ou expérimentation, liberté ou addiction, qui contrôle quoi? Lorsqu'on examine les procédures qui visent le corps, il me semble important de se poser à chaque instant ces 5 questions. De nouvelles technologies surgissent chaque jour, et tout n'est pas toujours si nouveau qu'il n'y paraît. Ne nous laissons pas envahir par la confusion des concepts. Les techniques de transformation du corps existent depuis plus de 200 ans. Elles nous ont beaucoup appris sur le corps humain et sur l'humanité. Pour appréhender l'avenir, une des vraies questions est, selon moi, la question de la répartition des richesses et de la justice distributive. Une des vraies questions est la question de la transmission et de la circulation des savoirs. Une des vraies questions est la question des outils et de leurs usages, des valeurs qu'on veut défendre. Une logique de la performance poussée à l'extrême condamne et exclut toute fragilité et toute vulnérabilité. En un mot, et pour conclure, il est urgent d'augmenter l'humain, de former des corps plus robustes et plus forts, pourquoi pas, mais pas sans des esprits plus éclairés et des âmes plus vertueuses. Merci pour votre attention.